Bien, merci d'être venu assister à cette conférence animée par Challa Chafik. Cette conférence qui s'inscrit dans le contexte long de la contestation de la réforme des retraites. Le Créal était dans la rue ce matin, comme lors des 9 manifestations précédentes. Nous pensons en effet que le combat laïque est lié au combat social et nous ne saurions nous contenter de proclamer des principes sans nous préoccuper de leur réalisation concrète ici comme en Afghanistan ou en Iran. L'assujettissement patriarcal et religieux a été la marque imposée aux femmes et à toute la société iranienne dès le début de la République islamique. Cette dénomination associe 2 termes incompatibles qui révèlent l'imposture de ce régime. Imagine-t-on une république bouddhiste, catholique, évangéliste, orthodoxe? Cette conférence et cette soirée de solidarité avec les femmes iraniennes s'inscrit dans le cadre du programme Rouen donne des ailes, dont les animatrices et animateurs n'ont pas ménagé leurs efforts pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions. Nous remercions donc la ville de Rouen et aussi la direction et les personnels des musées Beauvoisine qui nous accueillent ce soir. Merci à Challa Chafik d'avoir accepté de revenir à Rouen. Vous étiez venu le 7 mars 2020 à la médiathèque Simone de Beauvoir, peu après la parution de votre ouvrage « Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir », qui est disponible à l'entrée de la salle avec un autre de vos ouvrages, « Chemin et brouillard ». Est également disponible une documentation d'Amnesty International dont je salue la présence aujourd'hui et qui fait un travail conséquent d'information et de lutte contre la répression en Iran. On trouvera aussi une documentation du Créal 76, Comité de réflexion et d'action laïque, notamment notre bulletin Combat laïque, dont le numéro 88 de mars. Je vous engage aussi à vous inscrire à notre newsletter en complétant les formulaires disponibles à l'entrée et à prendre la plaquette de présentation de notre association. Pour nous, la laïcité est un principe fondamental d'une société démocratique, ce que n'est assurément pas la théocratie iranienne depuis 44 ans. Je signale la présence d'une délégation du collectif Liberté pour l'Iran de Caen. Est-ce que les Canets peuvent se signaler? Je ne les ai pas repérés encore. Bon, voilà la Normandie réunie. Comité qui est actif depuis quelques mois et qui a organisé ce week-end un programme de projection de films, de chants, une exposition, et ils pourront d'ailleurs nous faire part de leur expérience. Le film Cet hiver à Téhéran sera projeté au cinéma Omnia à Rouen à 20h, jeudi 30 mars, à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme et d'Amnesty International et en présence de sa réalisatrice Steffi Niederzoll. Je précise aussi que Virginie Benito interprétera le chant Baroye du jeune chanteur iranien Shervin Hajipour, chanson devenue, comme vous le savez, l'hymne du soulèvement, écrite à partir de tweets et de messages de revendication de la jeunesse. Avant que Catherine Dumont ne nous présente Challa Chafik, je cède volontiers la parole à Laura Slimani, adjointe au maire de Rouen, en charge de la démocratie locale et participative, de l'égalité homme-femme, du handicap et de la lutte contre les discriminations. Ensuite prendra aussi la parole Mathilde Schneider, directrice des musées Beauvoisine, qui nous accueille encore une fois. Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci cher Francis. Merci au Créal d'avoir pris l'initiative de cette belle soirée, en effet. Merci aussi, effectivement, à Mathilde Schneider et au pôle muséal, c'est ça, Beauvoisine, pour son accueil.
Et c'est toujours un plaisir d'être ici. Et puis merci à toutes et tous d'être présents. Et un grand merci à Shala Shafik d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de pouvoir vous avoir à Rouen pour parler de cette situation effectivement en Iran et de la solidarité qui est la nôtre et qui est pleine et totale et dont on voudrait qu'elle puisse être plus efficace, plus concrète chaque jour aux côtés des femmes iraniennes et aux côtés de tous les Iraniens et toutes les Iraniennes, parce que les femmes iraniennes aujourd'hui, elles ne sont pas uniquement à la tête d'une révolution pour leurs droits, mais pour les droits de l'ensemble de cette population, effectivement sous le joug d'un pouvoir religieux obscurantiste et extrêmement violent à tout point de vue. Et oui, ça a du sens effectivement que le Créal organise cette conférence ce soir, puisque cet obscurantisme, il est en Iran, mais pas qu'en Iran, religieux, en l'occurrence islamiste, et partout dans le monde, ces obscurantismes religieux, pas toujours uniquement religieux d'ailleurs. Il y a aujourd'hui un regain en tout cas une forme de masculinisme et de revendication des droits des hommes qui se fait entendre de manière très forte, parfois aussi ici d'ailleurs, évidemment pas dans les mêmes proportions et pas avec la même manifestation, mais il s'attaque aux femmes d'abord parce qu'elles sont pour lui un instrument, pour lui une manière d'affirmer un pouvoir total, en les maintenant dans leur rôle dit traditionnel, parce que on avait l'année dernière une conférence d'ailleurs sur les femmes dans la préhistoire, et on voit bien que les idées qu'on a sur les rôles traditionnels des femmes, ils sont en fait eux-mêmes façonnés par l'idéologie religieuse, et que c'est bien différent dans l'histoire. Et en réalité, les femmes ont toujours occupé des rôles extrêmement différents, des rôles importants dans notre histoire lointaine, mais aussi proche, mais que eh bien, c'est tout à fait finalement arrangeant, en tout cas ça arrange un certain nombre de pouvoirs que de penser et que d'estimer qu'elles ont été dans le passé cantonnées à certains rôles, puisque ça permet aussi finalement de continuer de maintenir l'idée que leur place dans certaines fonctions ne serait pas vraiment naturelle, mais qu'elle serait finalement quelque chose de conquis, ou en tout cas qui ne leur serait pas dû en réalité, du fait de leur simple dignité et de leur simple droit à la dignité, à être reconnues comme des humaines égales aux hommes. Donc ça, c'était la première chose. Et puis évidemment, les Iraniennes, il y a pas longtemps, une journaliste me demandait, en tant que féministe, quelle est la femme qui m'inspire ou qui m'inspire dans ce combat qui est le mien, mais qui est celui de beaucoup de femmes aujourd'hui. En fait, j'ai pas eu d'autre réponse à lui dire que, je pense qu'aujourd'hui les Afghanes et les Iraniennes sont... je ne sais pas comment on peut parler d'autre chose que d'admiration sans infinie à leur égard, parce que quand elles se battent pour leurs droits, elles se battent évidemment au prix de leur vie. Et on en voit, on le voit chaque jour. Donc effectivement, en tant que féministe aussi, ce soir, je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir, dans le cadre de cette manifestation Rwandaine des ailes. Ça a été dit, il y a encore quelques événements, je vous invite à y participer si vous ne les connaissez pas encore, en tout cas à découvrir les quelques événements qui vont continuer de jalonner le mois de mars. Et cette année, on fait un peu les prolongations, puisque le 15 avril, on organise pour la deuxième fois un forum féministe, puisque la ville de Rouen estime aussi que c'est son rôle de s'affirmer comme ville féministe, parce que ce combat n'est pas encore gagné. Et donc ce forum, ça sera à la Halle aux Toiles de 14h à 19h le 15 avril, avec une conférence, et c'est pour ça que j'en parle ce soir, sur le droit à l'IVG, droit acquis, mais droit conquis d'ailleurs, mais jamais de manière définitive, et lors duquel on accueillera notamment Françoise Pic et Anne-Cécile Maillefer, mais aussi le planning familial, pour parler justement de ce droit qui est attaqué par, encore une fois, les obscurantistes religieux, et dans un certain nombre de pays, qui en France est en débat aussi pour sa constitutionnalisation, mais qui continue aussi, même en France, d'être contesté parfois. Et donc on a choisi justement de mettre ce sujet à l'honneur, donc je trouvais que ça faisait un pont intéressant avec la conférence de ce soir. Et donc voilà, je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous, et merci encore Shala Shafik pour votre présence. Merci à vous. Merci.
Merci à tous et à tous d'être venus. Ça fait énormément écho à la fois à nos thématiques. En effet, l'année dernière, donc les femmes dans la préhistoire. Si justement on peut s'appuyer sur une donnée et sur une épaisseur, c'est bien celle d'une profondeur historique. On a parlé l'an dernier de la préhistoire. Dans 15 jours maintenant, nous ouvrons une exposition sur les Normands, au sens de Scandinaves devenus vikings et qui sont à l'origine de notre région. Et là aussi, la place des femmes est redécouverte petit à petit, à la fois dans le champ militaire, mais aussi dans le champ politique. Donc finalement, nous ne sommes qu'au début de notre découverte, de manière à sabrer cette croyance que les femmes ont en effet toujours été cantonnées à des rôles dits subalternes. Donc appuyons-nous sur l'histoire. On inaugurera le 10 mai à la corderie Notre-Dame de Bondeville, à la corderie Valois, une exposition sur l'esclavage. Et là aussi, la place des femmes y sera valorisée, tout d'abord parce que déjà elles ont été concernées, mais aussi parce que dans les luttes pour l'abolition contre l'esclavage, il y a des personnalités qui s'inscrivent dans les deux camps, c'est-à-dire qui participent de la même méthodologie de lutte pour arguer du fait qu'il n'y a pas de raison que les femmes et les esclaves, ou en tout cas les personnes mises en esclavage, soient exclues des droits de l'homme et du citoyen à la période de la Révolution française. Donc vous voyez que l'histoire nous apporte en fait beaucoup d'indices de cette place des femmes et de manière plus générale des communautés invisibles ou invisibilisées. C'est un axe qui nous est cher à la Réunion des musées métropolitains, donc c'est pour ça qu'on est d'autant plus content de vous accueillir ce soir pour la deuxième fois, puisque les musées de la métropole de Rouen ont été les premiers en 2018 à signer une charte d'égalité femmes-hommes. Et concrètement, ça veut surtout dire que dans nos équipes, on a des sortes de veilleurs-veilleuses qui restent nos garde-fous pour que chacun des sujets que l'on traite, à la fois dans les galeries permanentes de nos musées, mais aussi dans les expositions, bien sûr, n'oublie pas cette communauté majoritaire que sont les femmes. Voilà, donc un axe très important aussi dans le cadre du pôle muséal Beauvoisine, puisque vous l'avez mentionné, aujourd'hui, c'est un pôle muséal en transformation, puisque nous lançons là, enfin nous sommes déjà bien lancés à vrai dire, dans un grand projet de rénovation et de revisite, relecture de l'ensemble de nos collections, au sein desquelles nous avons d'ailleurs des collections proche-orientales, donc là aussi les collections et les objets donnent de la matérialité à l'histoire, illustrent des discours, témoignent aussi pour des communautés passées. Et ce musée donc est en train de se faire, et je profite de la proximité de la date pour vous informer ou vous rappeler, pour ceux qui l'auraient déjà vu, que justement ce musée se construit avec vous, et je laisserai à la sortie de la salle un petit flyer, puisque nous organisons samedi 1er avril, et ça n'est pas une blague, une journée de co-construction. Il paraît qu'il pleut, donc surtout venez, inscrivez-vous, c'est au centre André Malraux sur les Hauts de Rouen, donc on sort un peu de notre précarité, et c'est tant mieux, pour aller à la rencontre d'autres publics et donc co-construire ensemble ce futur musée. Qu'est-ce qu'on en attend, à la fois pour 2028, mais même pour 2038, puisqu'évidemment, dans le cadre de Capitale européenne de la culture, c'est bien cet horizon plus lointain qui nous interpelle. Voilà, donc cette question de la place des femmes, elle se construit aussi maintenant, notamment dans ces instances de co-construction, avec un horizon pas seulement d'aujourd'hui, mais bien des générations à venir, pour que nos enfants soient élevés dans un autre contexte et état d'esprit que nous l'avons été peut-être. Eh bien, très bonne soirée à vous, profitez-en, et puis venez le 1er avril. Shala Shafik, vous êtes née et vous avez grandi en Iran. Jeune étudiante engagée dans la gauche radicale et indépendante, vous avez activement participé à la révolution contre la dictature du Shah. La plupart des jeunes de gauche considéraient alors les islamistes avant tout comme des militants anti-dictatoriaux et anti-impérialistes. Mais lorsqu'ils ont pris le pouvoir, vous avez découvert la nature misogyne de leur projet. Quand Khomeini, à la veille du 8 mars 1979, appelle les femmes à se voiler sur leur lieu de travail, elles sont des milliers à descendre dans la rue du 8 au 13 mars
hélas, dans l'indifférence des groupes politiques de gauche. Vous avez rapidement fait partie de celles et ceux qui se sont opposés au régime et vous avez été poursuivis par sa police politique. Contrainte à l'exil, vous avez trouvé refuge en France en 1982. Depuis, vous n'avez cessé d'écrire des nouvelles en persan, dont certaines ont été traduites en français et publiées sous le titre « Chemins et brouillards », un roman, « Demande au miroir », mais aussi de nombreux essais sur les causes et les conséquences politiques et sociales de l'idéologisation de l'islam, notamment au regard de la situation des femmes, des rapports sociaux de sexe et de la répression totalitaire des libertés. De votre thèse en sociologie, obtenue en 2009, est issu le livre « Islam politique, sexe et genre », à la lumière de l'expérience iranienne, qui a reçu le prix Le Monde de la recherche universitaire. Vous avez reçu également le prix de l'Union rationaliste en 2017. Vous avez créé et dirigé de 2003 à 2014 l'Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté, l'ADRIC, une association de loi 1901. 2 guides de l'ADRIC sont parus sous votre direction. Face aux violences et aux discriminations, accompagner les femmes issues des immigrations, d'une part, et d'autre part, agir pour la laïcité dans un contexte de diversité culturelle, des idées reçues à une pratique citoyenne. Dans le cadre de l'ADRIC, vous avez aussi contribué à partir de 2011 au projet Jeunes pour l'égalité, grâce auquel plus de 9000 lycéennes et lycéens d'Île-de-France ont pu débattre de l'égalité filles-garçons, de l'orientation professionnelle, de la liberté sexuelle, des violences sexistes et de la laïcité. Cela vous tient vraiment à cœur, car vous pensez que l'idée d'enseigner plus fortement le fait laïque est une bonne chose, mais que si on ne parvient pas en même temps à valoriser l'égalité des sexes et en faire un idéal capable de répondre aux besoins d'idéologie des jeunes, ce sera peine perdue. De 2016 à 2019, vous avez été membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes de la République française. Dans vos écrits, vous avez mis en évidence le rôle central du sexisme dans l'idéologie islamiste, mais aussi dans divers mouvements politico-religieux identitaires, qu'ils soient chrétiens, juifs ou autres. Vous défendez la nécessité de la laïcité pour le développement de l'égalité, de la liberté et de la solidarité. Vous n'avez cessé de populariser les mobilisations qui ont régulièrement eu lieu en Iran, toutes durement réprimées. En 2006, la campagne 1 million de signatures pour l'abrogation des lois discriminatoires envers les femmes. Entre 2016 et 2018, les mercredis blancs, qui invitait les femmes à porter un foulard blanc chaque mercredi en signe de protestation. Le dévoilement de Vida Movaed, faisant danser son foulard au bout d'un bâton. Et les nombreuses révoltes populaires dans lesquelles les femmes sont à chaque fois partie prenante. Depuis la mort de Jina Mahsa Amini, vous vous dépensez sans compter pour soutenir le soulèvement révolutionnaire Femmes, Vie, Liberté. Vous avez participé le 9 janvier à la remise du prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, décerné à l'unanimité aux femmes iraniennes en lutte. Nous vous remercions d'avoir pris malgré tout le temps de venir débattre à Rouen autour des questions que nous nous posons. Ce mouvement comprend-il les attentes du peuple iranien dans son ensemble? Quel est l'état de la mobilisation et de la répression? Quelle est la nature de cette mobilisation concernant les diktats religieux, le voile, le rôle des femmes, les mouvements sociaux? Quelles avancées vers un régime laïque? Et surtout, quelle solidarité pouvons-nous mettre en œuvre? Merci. Merci beaucoup Catherine, merci Francis, merci Madame Selemani. Je suis heureuse d'être avec vous et aussi dans ce beau lieu, dans un lieu culturel par excellence, pour débattre des questions qui sont à la fois, qui concernent bien sûr mon pays d'origine, l'Iran, mais en même temps le monde entier, puisque le message que porte cette belle révolution Femmes, Vie, Liberté, c'est un message universaliste qui nous concerne tous. Et Créal, comme vous l'avez très bien dit, et les personnes ici le connaissent,
porte ces valeurs que je partage parfaitement, et c'est pourquoi je n'ai pas hésité à venir ici. Et je suis ravie d'être avec vous. Et en plus, en écoutant Madame Selemani, aussi Madame Schneider, je suis ravie de découvrir qu'il y a plein d'initiatives au sein de la ville de Rouen. Je connaissais bien sûr la maison de Flaubert, le musée pour l'œuvre impressionniste, mais le fait est de savoir que tout se développe avec un regard sur l'égalité femmes-hommes, ça m'a ravie. Et donc merci beaucoup pour votre accueil, je suis ravie d'être avec vous et je vais essayer de partager avec vous dans le temps qui m'appartient, puisque je voudrais qu'on puisse avoir un échange aussi. Donc ce temps n'est pas très long, mais de quelques réflexions sur ce qui se passe en Iran depuis plus de 6 mois. Catherine a dit dans son exposé les deux points très importants pour qu'on puisse se retrouver, situer ce qui se passe aujourd'hui dans une continuité. Catherine a parlé aussi des différents mouvements qui existaient avant en Iran et aussi des émeutes sociales ou des luttes sociales. Bien sûr, moi, je pourrais vous dire en résumé que pour moi, et ça je l'ai écrit dans les différents articles ou dans les différents textes que j'ai écrits depuis le début de ce mouvement, qui ont été parus dans les différents médias français, parce que j'écris aussi en persan, j'ai jamais cessé d'écrire dans ma langue maternelle, et ce qui a coûté aussi la prolongation de mon exil, puisque les livres ou les écrits circulent. Et je reste toujours presque interdite. Bien sûr, je peux y aller, mais après, je vais atterrir en prison. Donc, ça va être difficile, pas seulement pour moi, mais aussi pour mes proches qui restent en Iran. Donc, si vous voulez, là, sur mon site, vous pouvez trouver les éléments, ça veut dire les articles, les entretiens, en français, et aussi il y a un secteur en persan voilà, il y a 2 parties toujours comme dans ma vie d'écriture. Et cette vie d'écriture et de recherche est aussi d'écriture en littérature, mais aussi par les essais ou les réflexions, cette vie est partie d'un traumatisme lié à l'échec de ce que j'ai vécu, l'échec de cette révolution en 1979, dont les rêves ont tourné en cauchemar. En fait, nous avions, moi, comme a été dit, jeune étudiante de gauche, je pensais qu'on allait avoir une vie meilleure, mais ce qui est arrivé, c'était vraiment cauchemardesque dans tous les sens du terme. Il y a une partie de ma génération, la jeunesse dont la jeunesse a été ravagée dans les prisons politiques. Il y a eu des milliers d'exécutions. La République islamique s'est instaurée dans le sang. Moi, j'ai consacré tout un livre pour réhabiliter cette jeunesse massacrée, qui n'est pas connue à l'extérieur de l'Iran. Et même à l'intérieur, il y a une censure sur ces années-là. Et ce livre qui s'appelle « Le nouvel homme islamiste, la prison politique en Iran » est épuisé maintenant. Il y a une partie de mes ouvrages qui sont épuisés en projet de les retirer. Ça, c'est déjà tout un projet. J'espère que j'y arriverai. Mais en tout cas, à partir de travail sur les mémoires de prisonniers politiques, c'est des milliers de pages qui ont été écrites en persan, j'ai vu clairement la dimension totalitaire de cette idéologie de l'islamisme. L'islamisme n'est pas l'islam. L'islam est une religion qui peut être pratiquée de plusieurs façons. L'islamisme n'est pas une pratique religieuse. C'est une idéologie qui instrumentalise la religion, qui codifie un programme politique à partir de la codification idéologique des textes sacrés. Et c'est ça qui est arrivé en Iran. Et la révolution iranienne qui a amené les islamistes au pouvoir a joué un rôle très important
pour l'exportation de l'islamisme comme une idéologie révolutionnaire, si vous voulez. Et donc, si la révolution Femmes, Vie, Liberté réussit, on va vivre le mouvement à l'envers. Et ça, c'est intéressant pour le monde entier, non seulement pour le Moyen-Orient. Donc, ce qui explique ce fait presque inédit dans l'histoire humaine, inédit parce que tout un peuple se regroupe autour d'un slogan qui part des femmes. Femmes, vie, liberté. Bien sûr, femmes en singulier, mais qui voudrait dire les femmes en pluriel, puisque de toute façon, les femmes, il n'existe pas la femme, il existe les femmes. Comme a été dit, comme Mme Soleimani a dit, de toute façon, il y a une diversité, fixer l'image d'une femme unique qui représenterait toutes les femmes, ce serait une erreur. Mais ici, on est dans un slogan symbolique qui a été déjà avant dans le Kurdistan et qui a pris d'autres ampleurs en Iran, qui est complètement métamorphosé, si vous voulez, qui s'est métamorphosé aussi dans cette révolution iranienne. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'appelle révolution, ce qui ne veut pas dire que ça va renverser ce régime demain ou après-demain. Mais il s'agit pour moi d'une révolution parce que c'est à la fois dans une continuité des mouvements précédents, mais aussi dans une rupture. En fait, ça vise un changement existentiel pour la société, un changement politique, culturel et social. Et ce changement arrive parler autour de la question des droits des femmes. Pourquoi ? Parce que pendant ces plus de 4 décennies, les Iraniens ont eu l'occasion de vivre dans leur chair une répression totalitaire, une répression qui se différencie de avant ce régime. À l'époque de Shah, par exemple, on était dans le cas d'un pouvoir dictatorial, bien sûr, mais la répression qui existait visait la liberté politique, si vous voulez. C'est que les gens n'avaient pas la liberté politique. Il n'y avait pas les partis libres, les syndicats libres, etc. Mais après l'arrivée des islamistes au pouvoir, on est face à un pouvoir qui projette un modèle idéologique, le bon musulman, un modèle pour la bonne femme musulmane, pour le bon homme musulman. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai appelé ce livre le nouvel homme islamiste, parce qu'ils veulent projeter un modèle idéologique et formater toute la société selon ça. Et donc vous n'avez aucune liberté possible, le pouvoir projette un formatage des gens. Donc la société presque se transforme en un camp de rééducation. Et même la prison politique à l'époque où il y avait des milliers de gens dans la décennie 80, les gens de pouvoir disaient c'est une université. Ça veut dire que c'est une école de la formation de vrais musulmans. Et c'est pourquoi j'ai appelé ce livre, à partir de travail sur les mémoires, j'ai compris la nature fascisante de ce régime. Et c'est ça la différence avec avant. Et on a passé d'un gouvernement dictatorial, d'un État dictatorial à un État totalitaire presque, avec une idéologie et la projection de cette idéologie pour le formatage de toute la société. À l'intérieur de la prison, bien sûr, les geôliers avaient le pouvoir total sur les hommes et les femmes. C'est pourquoi ça devenait un laboratoire pour voir qu'est-ce que ça veut dire cette idéologie. Mais à l'extérieur, la même chose. Ça veut dire en fait la censure idéologique. Vous aviez dans les écoles tous les livres d'histoire, les livres de la littérature, tout a été revu et presque une réécriture de l'histoire pour formater encore les nouvelles générations. Et pour vous donner un exemple, et tout cela il y a une pyramide de pouvoir que le nouveau pouvoir, la République islamique est instaurée. Cette pyramide, à la base de ce pouvoir, on trouve le sexisme, ça veut dire la discrimination sexiste et les violences.
partout ça existe. Même ici, vous allez me dire, Chala, il y a en France aussi, il existe bien sûr. Partout dans le monde, il existe des discriminations, il n'y a pas l'égalité parfaite. Mais la différence essentielle avec ce qui se passe en Iran depuis l'arrivée des islamistes au pouvoir, et la différence essentielle avec l'idéologie islamiste, c'est que ça sacralise. Cette idéologie sacralise les discriminations et les violences. C'est pas du tout la même chose. Vous savez, ici, il y a des lois contre les discriminations. Donc, vous pouvez dire, voilà, ici, il y a la discrimination, ici, on va se battre contre. Mais en Iran, avec cette idéologie, c'est tout à fait légitimé. Non seulement légitimé, mais au nom de Dieu, au nom de divin. Et ça rend la question très difficile et très compliquée, si vous voulez. On parle de ce film qu'il y a ce soir aussi à Paris, un avant-premier, mais c'est aussi l'histoire d'une jeune femme qui a été tuée, ça veut dire qu'elle a été exécutée parce qu'avoir défendu Reyhaneh, c'est avoir tué son violeur quelque part. Donc si vous voulez, le schéma est à l'envers. C'est parce que, à cause de cette sacralisation. Mais dans cette pyramide, si vous voulez, il y a à la base cette sacralisation, mais quand vous remontez dans cette pyramide, vous avez à la tête le leader suprême religieux, M. Khamenei actuellement, avant Khomeini. Et donc, effectivement, cette pyramide, ça réprime toute la société. Les hommes aussi n'ont pas les droits les droits citoyens sont aussi... tous les citoyens, que ce soit les citoyennes et les citoyens, sont privés des droits humains universels. Ils sont considérés comme les sujets de leaders suprêmes, si vous voulez, ou de tout ce système de pouvoir. Donc, pendant ces 44 ans, plutôt plus de 4 décennies, 44 ans maintenant, les gens ont eu le temps d'expérimenter cette idéologie dans tous les domaines, que ce soit les jeunes, les moins jeunes et tout. Et il y a eu une résistance permanente dans la société iranienne. Et aujourd'hui, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un hasard si tout le monde se converge, tous les mouvements de protestation se convergent autour de femmes, vie, liberté. Femmes, parce qu'à la base, c'est le sexisme, à la base, et tout le monde l'a compris, et sans la libération des femmes, la libération du peuple est impossible. Moi, je pense que c'est partout la même chose, mais ici, c'est très cristallisé, si vous voulez, avec tout ce que je vous ai expliqué. Oui, parce qu'on est face à un pouvoir mortifère. Vous voyez, la République islamique, la solution qu'elle propose à tous les problèmes sociaux, les mots MAUX, qu'il a créés et il a renforcés. Il n'a pas créé tous les mots sociaux, mais il les a renforcés. Par exemple, la prostitution existait avant, maintenant ça va au galop. La pauvreté existait avant, mais maintenant ça va au galop. Il y a une nouvelle classe sociale qui a été créée, qui sont les gens proches du pouvoir et vraiment comment on pourrait dire, le taux de la pauvreté, ça explose par rapport à des critères internationaux. Et donc, par exemple, pour la lutte contre la prostitution, on exécute les prostituées. Pour lutter contre la toxicomanie, on emprisonne, on exécute, voilà. Vous voyez, tout est violence. Il y a une violence généralisée et quand on arrive au champ politique, comme expliquerait Hannah Arendt, la différence entre la dictature et le totalitarisme vient par le fait que la terreur n'est pas quelque chose, n'est pas un outil ponctuel dans un régime totalitaire. Maintenant, je vais vous expliquer comment maintenant il est plus totalitaire, il est post-totalitaire dans le sens havelien de terme, mais je le laisse de côté maintenant. La différence entre la dictature classique et ce type de régime, c'est que la terreur est un levier de pouvoir. La réponse de pouvoir, c'est par la terreur. Face aux protestations sociales, et aussi, même dans leur propre rang, les conflits
ça se termine par la terreur, si vous voulez, par l'exclusion. C'est une rue d'exclusion qui tourne, et même par rapport à leurs proches, ça projette des gens à l'extérieur. Donc, femme, parce que, vie, parce que c'est un mouvement qui cherche la vie face à la mort, face à un pouvoir qui cristallise la mort, qui propage la mort, qui est mortifère. Et liberté, c'est la porte de sortie de tout ça. Femme, vie, liberté. Donc, c'est au sein de ce mouvement, vous voyez converger toutes les protestations qui ont déjà existé. Il y a eu dans la dernière décennie, et comme a dit Catherine, moi j'ai écrit chaque fois qu'il y a eu quelque chose de significatif, que vous trouverez dans mon site les articles sur les différents mouvements, pas seulement les mouvements des femmes, mais aussi les émeutes urbaines qui ont ébranlé la société iranienne cette dernière décennie. Et je voyais tout à fait que les slogans, ça commençait par exemple par la vie chère, mais ça devenait tout de suite politique et ça ciblait la tête au pouvoir. Et ça, c'était un élément très significatif cette dernière décennie. Et ça, on arrive par ces émeutes-là et par la convergence de tous les luttes sociales, des différentes couches sociales comme les enseignants, les étudiants, les ouvrières, etc. Les ouvriers, on arrive à ce mouvement actuel qui a une qualité révolutionnaire dans le sens où elle regroupe, elle converge tous ces émeutes pour le renversement du régime. Et il y a un des slogans qui avait attiré mon attention dans cette dernière décennie, c'est une demande très franche de la laïcité. Dans le sens de la séparation entre les églises et l'État. Ça veut dire la religion et l'État. Les gens ne viennent pas dans la rue pour dire « vive la laïcité », mais les slogans sont très clairs. Par exemple, il y a dans ces émeutes urbaines quelque chose, je pense à l'époque, c'était dans Marianne que cet article a été publié, intitulé « Écoutons les slogans des manifestants ». Puisque je lisais les journaux français, j'étais très étonnée que tout le monde dit « c'est économique, c'est économique ». Ces manifestations sont économiques. Bien sûr, ça commence par les demandes économiques, mais c'était des manifestations politiques. Et les journalistes ne voyaient pas ça. Et donc, j'ai intitulé ça « Écoutons les slogans des manifestants ». Et ces slogans-là, merci. Et donc, c'était... Est-ce que vous pouvez le dire? Femme, vie, liberté. Non, pas par ça. Pour l'autre avant, non, mais c'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Non, mais je parle il y a quelques années. Il y avait une manifestation où les gens disaient « Tu as fait de la religion un tremplin et tu nous as exploités. Tu nous as réprimés. » Ça veut dire, en fait, le mot « tu as fait de religion un tremplin », ça venait. Et donc, la mort à la dictature, ça retentit dans la société iranienne depuis une décennie presque. Et le fait que le leader religieux, et donc finissons avec ce pouvoir religieux, ça venait tout le temps dans les manifestations. Mais quoi? Ça, pour moi, c'est une demande claire de la laïcité. Et maintenant, maintenant, on arrive à cette révolution femme-vie-liberté où... allez-y. On fait un duo. Femme, vie, liberté, mort au dictateur. On ne veut pas de la République islamique. Voilà. À bas les oppresseurs du monde. Khamenei, assassin, son régime est illégitime. Khamenei, raclure, auteur de tous les crimes. Lâche la Syrie, l'Iran est par ici. Oui. Ni Gaza, ni Liban, je ne donne ma vie qu'à l'Iran. Sur le trône de Dieu, Aga Khamenei s'est assis, à la mendicité le peuple est soumis. Voilà, ça c'est très clair. Sur le trône de Dieu, Khamenei, c'est le leader suprême religieux, est assis, et là, le peuple est dans la pauvreté. C'est quelque chose. De l'islam, tu as fait ton tremplin, ouais. Au peuple, tu casses les reins. Ouais. Armes, tanks, tir, que le mollah se tire. Oui, tout à fait.
Et en plus, il y a des nouveautés maintenant, c'est un peu très osé, je ne peux pas le traduire, c'est que les gens le disent, ça veut dire en fait avec les mots salas, on trouve, et en plus en Iran, il y a un amour, c'est un pays de poésie, il y a un amour de rythme, de rime quelque part. Et tout ce qui rime, et on met des plats, par exemple, des plats que les Iraniens aiment, et après on rime avec les choses contre les mollahs. Et les mollahs sont devenus des points de mire, des actions comme brûler les turbans, non, pardon, faire tomber les turbans, brûler le voile et tout ça. Le symbolique est très clair. En fait, on ne peut même pas les nier, puisque pendant des années que j'écrivais et tout, je disais, écoutez, le fond du problème, c'est ça. Les gens me disaient, mais écoutez, c'est exagéré quand même. Vous êtes en exil, vous êtes loin, le peuple est... Voilà. Mais maintenant, tout est clair. Donc, c'est... Dans le dernier essai, le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, qui est quand même l'histoire de double rendez-vous. Mon rendez-vous raté avec de Beauvoir, puisque je n'étais pas du tout féministe à l'époque. À l'époque, j'étais de la radicale gauche et je pensais que l'anti-impérialisme allait régler tout. Alors, c'était un rendez-vous raté par rapport à des femmes qui militaient contre le voile. Et moi, je disais que c'était secondaire pour moi. Et de Beauvoir, à l'époque, avait envoyé une commission en Iran pour défendre la cause des femmes iraniennes. Et quand je suis arrivée en exil ici, l'exil était quand même, pour moi, à la fois un lieu de douleur et un lieu, si vous voulez, de redécouverte de soi et du monde entier à partir de l'écriture, mais aussi à partir de l'activité, d'être en lien avec notre langue, avec un autre monde, avec une démocratie, avec tout. Et je le dis sans exagération, les lieux comme Créal, les lieux des groupes féministes, c'était les premiers lieux de la France que j'ai connus. Moi, je pense que dans tous les pays, il y a plusieurs pays. Dans tous les pays. En Iran, j'avais toujours su, et j'ai écrit à l'époque un article qui se disait, il y a 20 ans, un autre Iran existe. Aujourd'hui, cet Iran est dans la révolution. Mais moi, je le voyais puisque j'appartenais à cet Iran. Et pour moi, c'était une douleur que cet Iran n'est pas reconnu, qu'on voit tout le temps les mullahs avec les femmes voilées, avec les autres, etc. Et on ne voit pas cette génération qui a donné le sang dans les prisons pour opposer, qui était opposée. Mais personne n'en parlait. Le mouvement 2009, le mouvement vert, quand même, les gens ont vu un peu, mais comme c'était un mouvement qui prônait pour un changement, mais pas pour le renversement, en fait, on disait, oui, c'est la capacité du régime pour réformer. Moi, j'étais persuadée que ce régime ne pouvait pas se réformer, puisque la structure que je vous ai expliquée, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, elle se prête pas à la réforme. Elle fait même rejeter de son sein les gens qui lui sont proches, puisqu'il s'agit d'un durcissement idéologique, comme aujourd'hui on le voit. Mais à l'époque, encore une fois, j'étais en face de certains qui, au nom de l'anthropologie, de la sociologie, me disaient non, voilà, ça va changer. Et je vous donne un exemple. Il y a deux écrivains ici, qui sont partis d'ici à l'époque de réforme, puisqu'ils disaient ça va changer, on va aller là-bas. Les deux ont été tués dans les crimes en chaîne et ils les ont trouvés mortes à la rue, ça veut dire étranglés. Un traducteur, un écrivain. Mais moi, de toute façon, pour moi, c'était clair, puisque comme je ne cessais pas de lire, de voir chez les jeunes Iraniens ce qui se passe, puisque dans la société, il y a des choses qui sont sous la peau. Mais on peut les voir à partir des créations de tous les jours. Que ce soit le cinéma, elle le disait, que ce soit la musique des jeunes. Il y a eu, en Iran, moi j'ai écrit aussi un article, peut-être qu'il est disponible, qui s'appelle, il y a 2 ans je pense, en Iran, le souterrain est à la surface. Puisque par exemple, dans les pays de l'Union soviétique ou ailleurs, dans les pays à Prague ou ailleurs, à l'époque, il y avait des mouvements souterrains.
Mais en Iran, tout était à la surface, mais à partir des marges de la société. Et moi, j'ai toujours suivi cette marge, qui aujourd'hui devient au centre. Et dans cette marge, il y avait toujours les jeunes. Et donc, j'ai commencé à lire les blogs de jeunes très très tôt, puisque l'Iran est un pays qui a été parmi les pays qui ont accueilli les blogs de manière spectaculaire. Des milliers de blogueurs. Mais en plus, c'était comme les journaux intimes, mais comme c'était possible de faire avec les pseudonymes. Donc, c'était vraiment, les gens disaient ce qu'ils voulaient. Et on pouvait voir l'état d'esprit des gens. Et donc, dans cet essai, c'est à partir des blogs de jeunes. Ce n'est pas un essai sur de Beauvoir, c'est un essai sur la passion des jeunes iraniennes, que ce soit femmes ou hommes, pour la liberté. Et les gens me disaient, mais c'est quand même une fraction des jeunes. C'est des jeunes qui lisent, les jeunes qui écrivent. Mais je disais, oui, mais ça nous dit, c'est des antennes. Ça nous dit ce qui se passe. Et aujourd'hui, voilà, on voit les jeunes de 13, 14, 15 ans, 16 ans, 18 ans, on les appelle les générations actuelles, qui, ce que j'ai analysé, c'était leur frère un peu aîné ou leur sœur aînée, mais c'est la même chose. C'est la continuité c'est la continuité, sauf que leur goût de musique, leur goût de cinéma, leur goût de tous les jours a un peu changé, mais au fond, cette passion de la liberté se joue dans toutes les rues de pays. Et les aînés sont là aussi pour les défendre, que ce soit les enseignants, les médecins, les infirmières et tout, mais il n'y a pas la même, ils ne peuvent pas aller dans la rue s'accrocher avec les forces de l'ordre, mais ils sont là. Et c'est ça qui est très extraordinaire aussi dans ce mouvement actuel. Et en plus, dans ce mouvement actuel, et je vais finir par... C'est combien de temps Bien, encore un petit quart d'heure. Ok. Donc, je vais vous lire, puisque au début de ce mouvement, j'ai écrit, puisque depuis quelques années, j'écris des textes, Il y a des morceaux poétiques qui soit en persan, soit en français. Après, je l'auto-traduis moi-même en autre langue, et ça veut dire que français en persan ou persan en français. Et c'était une expérience magnifique de l'interculturalité, puisque pendant longtemps, j'avais peur d'écrire. Pour moi, la langue d'essai, d'article était la langue française, et la langue littéraire était la langue persan. C'est pourquoi cette Chemins et brouillards, ces nouvelles d'exil, qui sont un peu les profils des exilés iraniens, le deuil, etc., ça, je les avais écrits en persan. Après, il y a une dame qui les a... une traductrice franco-égyptienne, vous voyez l'interculturel, qui savait la langue persan, qu'elle les a traduits. Après, ça a été publié. Et à partir de la publication de ces nouvelles, moi, j'ai eu un dialogue direct avec les publics français, avec les Françaises et les Français, et j'ai compris que vraiment, pour moi, c'était très intéressant. Je me suis dit, pourquoi j'avais peur d'écrire des textes littéraires dans cette langue? Pourquoi je pensais que ça va pas toucher, ce que je dis, ça va pas toucher le public français, sauf dans le domaine d'essais ou d'articles, etc. C'était un tabou et que ça a été tombé après la publication de cet essai. Et donc, j'ai commencé d'écrire à la fois, ça veut dire de faire, moi, un va-et-vient entre les deux langues. Et au début de cette révolution, que j'appelle la révolution de Mahsa quelque part, la jeune femme dont la mort tragique a fait déclencher cette révolution. Donc j'avais écrit un morceau poétique et qui quelque part résume ma pensée de ce moment. Aujourd'hui, quand je le lis, je vois que je ne peux pas y toucher, même pas changer un virgule, puisqu'à l'époque, il m'est venu en regardant les scènes, mais l'idée le titre est Cœur du temps retrouvé. Et Cœur du temps retrouvé, c'est emprunté d'un poème d'une poétesse iranienne qui s'appelle Forough Farrokhzad, qui a marqué les générations successives des Iraniens et qui est aujourd'hui une des figures rebelles
de la jeunesse iranienne, parce qu'elle a osé parler de sa vie intime. Elle a osé parler de ce qu'elle vivait dans son intimité. Et ça, c'est une sorte de dévoilement aussi. Quand les femmes ne sont pas libres, leur écriture intime, c'est presque quand c'est publié, c'est presque un dévoilement. Et le voile obligatoire étant le drapeau de ce régime. Ce n'est pas un simple tissu. Ça veut dire, en fait, il faudrait se demander pourquoi le pouvoir islamiste a, dès le début, développé cette obsession sur le respect du voile. Ce n'est pas seulement quelque chose de psychologique, c'est un projet politique. En fait, le voile obligatoire est le drapeau de l'ordre répressif qu'ils veulent instaurer, de son modèle idéologique qu'ils veulent imposer. Donc, ce n'est pas du tout une mince question. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, depuis cette révolution, il y a des milliers de femmes qui marchent dans les rues du pays sans voile. Ils ont balayé la police de morse des rues du pays. Mais ils sont en train maintenant de réfléchir sur les autres lois pour passer au Parlement, pour vraiment imposer des sanctions très importantes pour réinstaurer le voile et pour balayer ces femmes des rues. Vous voyez, c'est une guerre, c'est presque une guerre de tous les jours qui se passe. Donc, Cœur du temps retrouvé, c'est emprunté d'une poésie, d'un poème de Frouch qui dit « J'ai peur du temps qui a perdu son cœur ». Il dit dans un moment, il parle de soi-même. Donc, temps de Mahsa Jina, renversement du calendrier, rébellion des montres, foisonnement de Qurratul Ayn. Qurratul Ayn, c'est la première femme, une poétesse qui s'est dévoilée en Iran en 1800, dans les années, au milieu du 19e siècle. C'était la première femme iranienne qui s'est dévoilée. C'était une femme appartenant à un mouvement révolutionnaire babiste qui voulait révolutionner l'islam de l'intérieur et qui était contre la loi religieuse. Et a été réprimée dans le sang, bien sûr. Et cette femme a été étranglée, elle avait 36 ans, et jetée dans un puits. Donc, temps de Mahsa Jina, renversement de calendrier, comme si le passé vient dans le présent, le passé de Qurratul Ayn. Rébellion des montres, foisonnement de Qurratul Ayn dans les rues, face à face, les yeux dans les yeux, en tout passage, en tout lieu. Pour moi, c'était comme si elle sortait depuis, elle venait dans toutes les rues, elle se démultipliait dans les rues de Saison de Nika et Sarina. Tous les prénoms sont les prénoms des jeunes qui sont tombés c'est-à-dire qui ont donné leur sang pour la liberté. Saison de Nika et Sarina, de Mehregan et Sina, des jeunes hommes. Incandescentes, éblouissantes, virevoltantes, moment d'embraser les voiles, de renverser les murs. Époque de Shadmer et de Khodanour, de Maziar et Kumar. Le temps retrouve son cœur. Le temps retrouve son cœur. Saignant d'aujourd'hui à Khavaran. Khavaran, c'est un cimetière symbolique qui à son sein accueille des jeunes qui ont été tués dans la prison politique dans les années 80. Donc le temps retrouve son cœur toujours saignant. D'aujourd'hui à Khavaran, ère de Hadith et Milad, de Razaleh et Asra, la quarantaine hibernale brisée en septembre, puisque en Iran, il y a une tradition, c'est-à-dire que nous, quand l'hiver est à son apogée, nous on dit qu'on casse la quarantaine hibernale. Il y a une soirée, la plus longue soirée de l'année, où on casse, on dit tchelle, c'est-à-dire le 40. Donc la quarantaine, mais avec la révolution de Mahsa, pour moi, c'était comme si l'hiver, on l'avait brisé au septembre. Ça veut dire le froid glacé de la répression. La quarantaine hivernale, brisée en septembre, les oiseaux sifflent des champs printaniers sur les tombes de fleurs ravagées. Voilà.
c'était un peu en premier mois c'est venu à moi. Et c'est exactement, ça veut dire qu'en fait, pour moi, la particularité de ce mouvement, c'est qu'elle concentre toute l'histoire de la lutte des femmes et de la lutte pour la liberté à son sein. Donc, vive cette révolution et espérons sa grande victoire et qui va quand même impacter pas seulement la société iranienne, mais je pense que le Moyen-Orient et le monde entier, puisqu'elle nous renvoie une image, ça veut dire un message universel très important. 1, sans la liberté des femmes, la liberté du peuple n'est pas possible. 2, sans la laïcité, la liberté des femmes n'est pas possible. Merci pour votre attention. Merci, Shala, pour cette évocation très sensible. Et nous allons passer à un moment musical avec Virginie qui va nous interpréter le chant qui est devenu l'emblème de cette révolution, Baraï. Oui, c'est écrit à partir des tweets des jeunes. Pourquoi je participe dans cette révolution? Baraï. Baraï, ça veut dire pour. Moi aussi, je veux dire vive la Révolution. Merci, Shala. Et merci d'excuser mon persan très approximatif, puisqu'évidemment, malheureusement. Mais c'est très joli d'entendre sa propre langue avec un accent. C'est pour m'excuser aussi. Le public ne fera pas trop de distinction, mais oui. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la traduction aussi à côté. Et je vais vous inviter à me rejoindre à la fin de la chanson Baraye Azadi, qui sera pour la liberté. Donc Baraye, c'est pour ou à cause de. Et donc c'est en même temps, on dénonce et on voit plus loin. برای توی کوچه رقصیدن برای تاکسیدن به بوسیدن برای خرمت خررمون برای ترخیر من بوسیدن برای شرممنگی بوسی پولی برای حشته زندگی معمولی برای کودکیس و برای رزینش برای اقتصاد دستوری برای این وای بیالوده برای ولی اظهار فسوده برای دیلو سکت وطن کرش برای زانای بیگون ممویه برای گریه بیبفه برای تاثیرت خیخ این لحظه برای شریکری میخنده برای دانشم و سال آینده برای این بنشنج باری برای نوی از این دندانی برای کورخان افغانی برای این خامه برای تخری برای این خامه شوک خالی برای عبور خانه پوشالی برای اکسار آمنش برای خوریش برا فولانی برای خورخانه سندری خبی برای مخنی خان آبادی برای دختری که
Arizudash pesarbu barayezan zendehi baraye azadi. Je chante en même temps. Baraye azadi, baraye azadi. Baraye azadi. Baraye azadi. Baraye azadi. Baraye azadi. Bravo, bravo. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai fait une rencontre aussi, autre rencontre passionnante. Vous savez, c'est aussi l'exil, la France, la création. Ce que je viens de découvrir qu'un de mes compatriotes donne une exposition, une belle exposition, les tableaux sont à la mairie de Rouen. Voilà. Qui est très très beau. Donc, Chai Miremont. Voilà. Et donc, Chai Miremont, je pense que, oui, si je le savais avant, puisque comme les trains étaient, mon train était annulé, je suis arrivée un peu en avant pour ne pas rater. Voilà, et je saurais aller. Mais peut-être que je reviendrai pour ça, parce que c'est jusqu'au mois de mars. Et c'est vraiment beau, avec les motifs qui viennent, voilà, motifs iraniens. Et aussi avec les tableaux qui disent... Vous êtes là vous-même, non? L'artiste est là? Oui, oui. Si vous pouvez expliquer vous-même. Venez. Ouais. En fait, j'ai 5 tableaux sur l'enfermement de femmes qui est exposé à la ville de Rouen. Donc, enfin, parler de peinture, c'est toujours très difficile, c'est quelque chose à voir. Et je mets dans les situations de enfermement, caché, de le rendre transparent, de ne pas finalement mettre en cause son existence. Alors l'histoire, c'est un petit peu, commence par enfermement, l'espoir. Donc la dernière tableau, il y en a 5. Le 4e, nous voyons une fille assise, très simplement habillée, sans bijoux. Il n'y a rien de séduction. Donc le pouvoir en parle et elle décide de partir de chez elle le lendemain sans voile. La dernière toile, on voit cette fille sortie de quelque part, un décor. Souvent, c'est les motifs persans. Et elle va dire « je sors sans voile ». Et ça, ces tableaux-là, je les travaillé entre 2016 et 2019, parce que comme Shahla et tous les Iraniens qui sont ailleurs, on était certains que ce n'est pas possible que des mollahs, des gens qui faisaient pleurer les personnes dans les mosquées, puissent dominer un peuple de plusieurs fois millénaires. Donc on avait toujours doute que ça va changer. Moi j'ai pris d'avance et j'ai dit je vais le faire. Ces tableaux-là, il y en a 2 entre eux qui sont exposés à Salon d'automne. Ils ont une mention. À Art Capital, au Grand Palais à Paris, toujours une mention pour
pour ça. Et c'était une occasion de le montrer un petit peu, parce que j'habite dans le département de l'Eure, montrer un petit peu en Normandie. Voilà. Je sais pas. Merci si je peux beaucoup. dire d'autres. Merci, Ejaï. Merci. Non, Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir parlé avec nous. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, c'était voilà, j'étais très contente de découvrir qu'il y a ça ici. Merci. Voilà, maintenant je pense qu'on va pouvoir entamer le débat. Challa pourra répondre à vos questions, à vos interrogations. Bonjour madame, Bonjour. merci pour tous vos éclairages. Je voulais vous demander ce que vous pensiez d'un éventuel retour du fils du chat en Iran. Question piège. Mais bonne question. Mais il faut que chaque fois je réponds ou on laisse la parole circuler et après je reviens. Vous n'êtes pas obligé seulement de questionner, vous pouvez dire aussi des choses si vous avez envie. C'est une question sur ces femmes qui se révoltent. Est-ce que ce sont plus des jeunes, tous les âges, des urbaines, ou aussi les femmes des campagnes, des femmes éduquées, ou toutes les femmes, enfin voilà. Portrait de D'accord, ces femmes. merci. Bonsoir, je suis contente de vous découvrir. Voilà, merci. Je voulais vous poser la question, comment les adolescentes vivent ce régime-là, enfin, cette oppression et ce manque de liberté. Voilà, tout simplement. Merci, bonne question aussi. Mais ces questions demandent un séminaire. Hein. Et on pourrait ajouter, et les jeunes hommes, comment ils réagissent aussi par rapport à ça? Oui, tout à fait. Oui. Alors que les femmes sont au cœur de la révolte. Bien sûr. Elles sont trop sacrées. Enfin, Très bien. Et la relation homme-femme. Oui. Oh là là. Ça, c'est le cœur de sujet. Oui. Les Iraniens disent souvent qu'ils ont plus peur, qu'ils ont décidé de rester dans leur pays et de ne pas partir, de reprendre leur pays. Ils n'ont plus peur, ils le disent souvent, ils n'ont plus peur. Est-ce que, j'ai l'impression que c'est un peu la méthode Coué, est-ce que réellement ils n'ont plus peur? Oui. Bonne question aussi. Je commence par la dernière question. Donc, après, on va essayer de... Voilà. Mais vous savez, certaines questions sont très importantes et il faut revenir sur toutes les je vais essayer de ne pas être trop longue et très ennuyeuse. Si vous voulez, par rapport à la question de peur, comme vous le dites, il y a un des slogans majeurs de manifestation et dit nous n'avons pas peur et nous allons rester, puisqu'il faut savoir que l'exil et l'immigration qui se sont un peu chevauchés avec l'arrivée des islamistes au pouvoir sont devenus une réalité intrinsèque du pays. Depuis qu'avant, l'Iran n'a jamais connu de telles vagues d'exil et d'immigration. Donc il y a, le diaspora iranien maintenant se compose de millions. Et une des données très importantes de particularité du moment présent, c'est que ce diaspora est active. Alors que, par exemple, moi, j'étais toujours dans les contestations, que ce soit par écriture, que ce soit par l'action. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Bien sûr, les gens vivent autrement aussi, et c'est normal, et tant mieux. Mais avec cette révolution, le diaspora est là, très présent. On a eu des manifestations. Avant, c'était 100, 200, même le plus important, c'était 1000. Maintenant, on a des dizaines de milliers et c'est très important. Donc, si vous voulez, c'est une des données. Et les Iraniens de l'intérieur et de l'extérieur sont unis.
ensemble. Ils sont unis et le régime a beaucoup peur de ça. Et un des slogans, c'est que nous n'avons plus peur. Parce que les gens disent, nous nous trouvons forts et vous ne pouvez plus nous abattre. Pour comprendre la portée symbolique de ces phrases, il faut regarder le fait que les régimes totalitaires s'appuient sur la peur. La peur est quand même leur arme première. Et si vous regardez ces derniers moments, la question d'empoisonnement des écolières, vous avez vu, les gens disaient, comment ça se fait qu'un pouvoir, pourquoi ils font ça? Puisque c'est absurde d'aller empoisonner dans plusieurs pays, plusieurs écoles, des dizaines d'écoles à travers le pays, empoisonner les écoliers, après les lycéennes, après le dortoir. Mais c'est pour faire peur. Et comme c'était avant le Nouvel An iranien, j'ai écrit d'ailleurs un article sur cela, Franc-Tireur, je pense, ça a été publié. C'est l'élément de la peur que le régime travaille. En face, la population dit « je n'ai pas peur ». C'est une face à face. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas peur, bien sûr. Mais vous savez, là, philosophiquement et psychologiquement, la peur fait partie de nous. Mais vous êtes brave, ce n'est pas parce que vous n'avez pas peur, parce que vous surmontez la peur. Donc la peur est toujours avec nous, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose, on vit le danger, et ce régime est criminel, il est dangereux, on a peur. Mais cet slogan dit, nous surmontons la peur pour vous avoir. C'est plutôt ça. Et moi, je trouve qu'un des acquis de ce mouvement, c'est ça, le mur de peur est tombé. Les gens le disent. Donc après, par rapport à la question... et le fait est qu'il y ait des jeunes, et on revient à la question des jeunes, et les adolescentes et les jeunes, qui sont au cœur de combat, c'est quand même, ça crée une prise de conscience énorme pour la société tout entière. Au début, quand ça a commencé, moi je lisais les sociologues de l'intérieur, les certains qui disaient, ou les articles, ou les intellectuels, puisque ça existe, tout ça, les gens essayent de dire... Je les entendais, ils disaient oui, c'est une génération d'images, c'est des gens qui sont derrière les écrans, les blogs, etc. Ils n'ont pas peur puisque pour eux, c'est un peu comme un jeu. Mais non. Après, j'ai lu les jeunes qui disaient dans leur blague, nous savons qu'il y a la mort, nous savons qu'il y a... En plus, mais nous sommes habitués. En fait, ils ont tellement tué, ils ont tellement fait la terreur que nous sommes là et nous donnons notre sang. C'est ça qui a choqué le pays. Puisque les gens pensaient que dans les premiers accrochages, les gens ne viendront pas. Ils sont venus. Ils sont venus et en plus, ils ont créé des tactiques pour confronter la police de manière que de les fatiguer. Et voilà, donc c'était quand même une traversée contre la frayeur. Et même aujourd'hui, bien sûr qu'il y a une certaine... que les gens ne sont pas présents de la même façon qu'au début. Mais ils sont en train de chercher d'autres manières et il y a chaque jour de manière... et le régime le sait. Dès qu'il y aura une occasion, il y aura des gens. Donc ils essayent de faire peur par l'empoisonnement. Ils essayent de passer un message criminel à la population en disant... Si nous pouvons faire ça à l'école, nous pouvons faire ça avec tout le monde, avec l'eau globale. Nous pouvons le faire. Donc, tenez-vous. Donc, si vous voulez, on est arrivé à ça. On est arrivé à ça. Et les jeunes, les adolescents, tout dépend. Vous savez, il n'y a pas un corps adolescent. Il faut savoir que, par exemple, les forces de répression du régime, les Bassidji, les Pastarans, l'armée est aussi composée des jeunes. Quand on parle des jeunes, il ne faut pas penser que tous les jeunes sont dans la... Puisque c'est des jeunes surtout des familles pauvres. Il y a une partie des jeunes qui sont proches des familles de pouvoir. Bien sûr, ils vivent une vie de luxe. Et quand ils viennent, par exemple, en France, ils dépensent... Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qu'ils dépensent. Les gens qui sont des nouvelles classes sociales arrivées au pouvoir, les nouveaux arrivants de toute façon,
il y a une partie de jeunes comme ça. Il y a une partie de ces jeunes de cette classe qui sont dans la rue aussi. Et c'est pourquoi ça devient problématique pour les gens de pouvoir, puisqu'il y a certains de leurs enfants aussi qui sont tournés le dos à leur père. Il y a aussi les enfants pauvres qui sont achetés pour armée idéologique. Donc il y a aussi ce genre de choses. Et il y a une pauvreté massive de ces enfants. Ils sont achetés très bon marché, si vous voulez, pour battre les autres. On leur donne des armes, etc. Et il y a aussi une jeunesse pauvre qui est dans la rue. Puisqu'il faut savoir que malgré tout ce qu'on dit, et moi j'ai eu des gens de contact avec les gens qui m'écrivaient ou qui me disaient ça veut dire qu'en fait, quand vous allez dans les rues voir les jeunes qui combattent, il y en a, quand il faisait froid, qui n'ont pas de vêtements et qui viennent dans la rue se combattre. Et on manie dans tous les sens du terme. Ça veut dire qu'en fait, des gavroches iraniens. Je voulais écrire un article, mais après je n'ai pas eu le temps, je voulais intituler « Les gavroches iraniens ». Puisque c'est ça aussi, une partie des choses qu'on ne voit pas. Puisqu'on voit la jeunesse dorée, on le montre dans tous les... Oui, il y a une jeunesse dorée, bien sûr, qui sont contre, etc. Et qui font des parties nocturnes et tout. Et ça, comme c'est sensationnel, tout le monde le sait. Mais il y a une jeunesse pauvre qui se bat et qu'on ne montre pas beaucoup. Mais elles sont là. Il y a aussi cette jeunesse-là. Et ces adolescents, leur particularité, c'est qu'ils sont complètement en rupture avec la culture dominante. Ils veulent vivre leur liberté. Il y a leurs paroles, ils sont très osés. Tous ces slogans salaces, ça vient de cette jeunesse. Quand ils disent, c'est-à-dire les tabous sont complètement tombés et il y a vraiment des gros mots que vous ne pouvez pas imaginer. Quand il y avait les caricatures de Charlie, moi je l'ai dit dans un débat télévisé puisqu'on disait Charlie, choc et tout, je dis mais si vous venez dans les rues de Téhéran, vous entendez les slogans, à côté c'est la littérature ici. C'est caricature, c'est littéraire vraiment. C'est très très mélo, puisque ce que disent les gens, il faut l'entendre. Et il y avait un sociologue d'ailleurs sur ce plateau qui disait mais madame, etc. Après il s'est rappelé, il a dit oui, j'étais il y a quelques années là-bas, les gens disaient des choses, des plaisanteries, mais je dis oui monsieur. Donc il ne faut pas aller incriminer Charlie, parce qu'en fait, à l'intérieur du pays, il se passe des choses qui sont très choquantes. Et ça, c'est le pouvoir qui en est responsable. Ce n'est pas Charlie qui en est responsable. Donc, si vous voulez, par rapport aux adolescentes, il y a ça. Et sur, par exemple, la musique de rap, qui est une musique des adolescents, et c'est vraiment... Ils ont créé des chansons très, très radicales et qui ont été d'ailleurs dans des films iraniens aussi exploités, mais maintenant ça devient de plus en plus. Et ils ont vraiment, il y a un succès énorme de ces chansons, et il y a des rapports qui sont en prison. Toumadj Salehi, par exemple, qui deviennent une figure nationale. Mais ils ont commencé par adolescence, maintenant ils sont des jeunes adultes. Après, par rapport à des filles et des garçons, il faut dire que la mixité était aussi une des demandes, puisque les jeunes, ils ont, par exemple, dans les universités, les self-service étaient séparés. Les jeunes étudiants à l'université, ils ont cassé ils ont commencé à manger ensemble à l'extérieur sous la pluie. C'était un message, quand je dis dans ce poème, embraser le voile, le temps d'embrasement, le voile de effondrement des murs, c'est aussi ça. Tout ce qui... En fait, ils vont complètement à la contre-culture. Et je veux vous dire, c'est une lutte culturelle par excellence, puisque ce régime est anti-culture, anti-création, ils veulent appauvrir tout pour faire rentrer dans leur modèle idéologique. Même les darwiches, qui sont les musulmans darwiches, qui ont un rapport presque érotique avec Dieu, si vous voulez, un approchement amoureux de Dieu, ils sont en prison. C'est-à-dire qu'aucune interprétation de l'islam en dehors de leur idéologie n'est possible. C'est pourquoi je dis, l'islamisme n'est pas une pratique religieuse, c'est une idéologie.
puisque les musulmans sont les premières victimes, en Iran d'ailleurs. Et parmi ces premières victimes, les femmes sont encore doublement victimes à cause du sexisme, de cette idéologie. Donc le rapport homme-femme, bien sûr, on dit toujours les hommes ont gagné de pouvoir, ce qui est vrai. Et ça veut dire qu'en fait, avec l'instauration de la polygamie, avec tout ce qu'ils ont, ils ont fait aussi beaucoup de... En fait, c'est patriarcal, un patriarcat sacré, sacraliser le patriarcat. Mais en même temps, vous voyez comment les hommes sont solidaires des femmes. C'est parce qu'ils ont compris que leur citoyenneté a été bafouée et complètement réprimée pour leur donner quelques avantages. Et ça, ils ne le veulent plus. Surtout que, mais ça veut pas dire que les violences, ça, il ne faut pas penser que les violences sexistes ont cessé parce qu'il y a cette révolution. Parce que pendant tous ces 4 décennies, ils ont fait, surtout moi dans cet essai, je dis par exemple, les publicités sur les voiles sont d'une violence. Quand vous lisez les slogans ou les affiches et tout, c'est vraiment l'image de la femme et c'est très choquante. Et à côté, l'image de l'homme aussi. Puisque quand vous représentez la femme non voilée comme un chocolat dont l'emballement est déchiré, les hommes, vous les présentez comme les animaux ou les gens qui sont en train de guetter les femmes comme un objet. Et ça, c'est aussi un mépris que les jeunes hommes ne peuvent plus. Et donc, un des slogans était ça. Les femmes disaient, c'est toi le pervers. Moi, je veux la liberté. C'est toi le pervers sexuel. C'est toi. Et les hommes reprenaient. Donc, il y a eu quand même de très beaux moments dans ces manifestations. J'espère que, en tout cas, pour le prix de Simone de Beauvoir qui est allé à des femmes iraniennes, on va faire un livre qui reprend tous les slogans, les affiches, etc., pour que ça reste quand même quelque chose. Donc nous sommes en train de le construire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, la question de fils de chat. Et là, voilà. Là, vous savez, c'est Edgar Morin qui le dit. Il dit, quand il n'y a pas le présent, et quand l'avenir est très flou, qu'est-ce qui reste? On fait un zoom. Et en plus, quand vous faites une zoom sur le passé, est très, très bénéfique au profit de la dynastie Pahlavi, puisque quand même, ils ont fait des réformes, ils ont modernisé le pays, ils aimaient l'Iran, etc. Ils étaient des despotes, et c'est vrai que la révolution allait enlever cela, mais en fait, leur bilan, comparé à ce régime, est glorieux même. Donc, si vous voulez, les gens ont un penchant naturel pour dire, si on revient au passé, c'est pas si mal que ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le fils de Shah, il a un discours il a complètement revu la copie de son père. Donc il dit, moi je veux même pas être roi. C'est-à-dire, je suis républicain. Je préfère la république à la monarchie. Mais si le peuple fait puisque son projet est de faire un référendum, et il dit, si le peuple vote pour une monarchie constitutionnelle comme en Espagne, etc., d'accord. Mais sinon, moi, je suis pour la République. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les jeunes disent, voilà, c'est quand même une figure, etc. Il y a une partie. Mais ceci étant, il y a des gens qui sont contre aussi. Donc, il y a une diversité de l'opinion publique, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. Tous les Iraniens de l'intérieur, y compris les jeunes, ne sont pas pour le fils de Shah. Mais il existe une partie qui le sont, qui le trouvent comme une figure intéressante. Il y a des gens qui ne sont pas contre. Donc, il y a un débat. Il y a un débat qu'on peut suivre à partir de blogs, à partir de tweets, à partir des choses. À l'extérieur, dans les manifs, malheureusement, il y a des bagarres. Si vous y êtes allé. Ça veut dire qu'il y a les gens qui viennent avec ces symboles, il y a les autres qui viennent les frapper, comme partout. Alors, de toute façon, il y a ça. Mais le fond de débat, c'est ça. C'est ce que je vous... Pour moi, mon regard, c'est ça. D'une part, cette histoire de le passé, maintenant, est complètement glorifié à cause de bilan
tout à fait catastrophique de ce pouvoir. Et deuxièmement, l'office en question a revu le programme. Ces deux éléments font qu'il a une partie, et je n'irai pas pour le dire qu'il a le consensus, il n'a pas le consensus, il essaye de l'avoir. Donc il essaye de faire alliance avec les autres figures de l'opposition, etc. Mais tout ça, c'est un débat. Et à l'intérieur du pays, dernier élément, c'est qu'à l'intérieur du pays, les figures qui pèsent dans la société civile sont en prison. Donc là, c'est quand même, il y a une répression. Ils ont amnistié, il y a eu des milliers de prisonniers pendant la révolution Massa. Et donc le leader suprême, pour se donner pour acheter son image, voilà, un crédit, il a dit amnistier, parce que les gens étaient arrêtés pour rien. Amnistier quoi? Ils avaient fait aucune. Ils avaient arrêté les gens dans la rue puisqu'ils étaient proches des manifestations, etc. Donc ils l'ont amnistié, ce qui est vrai. Ils ont libéré, dans le amnistier, c'est pas le bon mot, ils ont libéré les gens qu'ils avaient arrêtés arbitrairement, donc des milliers. Mais en plus, ils n'avaient pas l'argent pour les garder en prison, ni les choses, ni les moyens. Si vous voulez. Mais après, les figures centrales de l'opposition, elles restent en prison quand même. Ils n'ont pas libéré ces figures. Et donc ça, c'est aussi un des... En fait, le débat politique est miné aussi par ça, puisqu'il faut qu'il puisse sortir. Il faut que... Si vous voulez savoir quel est l'état de l'opinion publique, vous avez besoin d'un minimum de démocratie quand même, d'un minimum de débat. Et ça, en Iran, à l'intérieur, c'est pas possible. Donc, je ne pourrais pas vous dire qui a la faveur de toute la population. Puisqu'il n'y a pas ce type de possibilité, ce sondage possible. Ceci étant, on voit qu'il y a une partie visible de la population qui est pour le fils de Shah. Il y a une partie il y a des réformistes de l'intérieur qui sont devenus radicaux, qui disent que ça ne peut plus continuer, qui sont en prison, leur figure en prison. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'ils disent, et ils écrivent, ils disent c'est fini ce régime. C'est fini ce pouvoir. S'il n'y a pas de réformes essentielles, c'est fini et c'est plus possible, puisqu'ils sont en train de durcir. Et enfin, il y a quand même un élément empoisonnant au détriment du peuple, qui est le partenariat, ça veut dire en fait l'alliance avec la Russie et la Chine. Non, vous savez que, par exemple, aujourd'hui, on a su que la Russie, en échange des armes contre l'Ukraine, par rapport à l'Ukraine, la Russie, l'Iran donne, puisque l'Iran a beaucoup investi sur l'achat d'armement ou sur la création des armes. Ils donnent en Russie et la Russie les aide pour la répression. Ils leur donnent les armes de contrôle, la question à la fois les idées. Ils forment les gens pour la répression, pour la torture. Donc c'est une alliance complètement néfaste pour le peuple. La Russie et la Chine. Voilà. Vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Qu'est-ce qu'il restait comme réponse? Je pense que j'ai répondu à tout. Oui, alors voilà, donc moi je saisis le micro parce que vous avez déjà en partie répondu à ma question, parce qu'effectivement il y a toute une série de militants qui sont dans les prisons, parce que l'Iran, qui est un pays de 85-86 millions d'habitants, qui est urbanisé à 75%, où la transition démographique a eu lieu, il y a 1,8 enfants par femme, une population des jeunes très, très éduqués, 2 à 3 millions d'étudiants, je crois, et qui sont surtout des étudiantes d'ailleurs. Et 50%, puisqu'à l'époque de la Révolution, et c'est que ce qu'on ne voit pas, puisque ici, pas mal de gens qui sont dans les lobbying du régime, on a amené cet élément en disant il y a 50% des filles à l'université. Mais à l'époque de la Révolution, il y avait déjà 30% des étudiants à l'université étaient des filles. Moi, j'étais une des... Donc, il y a eu... Les femmes n'ont pas reculé, elles ont quand même continué et résisté beaucoup. Elles ont tellement résisté que le régime a mis un quota sexuel pour que les femmes ne dépassent pas le 50%, mais il existe bien sûr beaucoup, c'est une population éduquée. Voilà, donc de cette société
iranienne, éduquée, urbanisée, avec un noyau familial maintenant qui est un noyau, le père, la mère, 1 ou 2 enfants, de cette société émerge-t-il une organisation, une alternative, je veux dire, organisée sous forme de parti, ou d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire? Évidemment, il y a le contexte de la répression féroce et il y a le cadre, évidemment, de ce renversement de régime qui est maintenant sans compromis possible. Non, mais les partis sont interdits. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune organisation. Vous savez, le régime iranien, maintenant, il tolère complètement tous les gros mots. Ça veut dire qu'en fait, puisqu'il ne faut pas mettre derrière chaque citoyen un agent. Donc, tout le monde dans les queues, par exemple, quand vous voulez acheter des choses, dans les magasins, dans l'avion, ailleurs, dans les taxis, tout le monde, c'est-à-dire les langues sont complètement déliées, ils disent des pires des choses. Mais dès que 3 personnes se réunissent, la prison. Ça veut dire que ceux qui essayent de vraiment contrôler, c'est l'organisation, c'est le regroupement. C'est ça, c'est pourquoi leur méthode de répression actuellement, c'est qu'il ne faut pas se réunir de plus de 4 personnes. Donc, si vous voulez, pas possible. Après, effectivement, pour eux, ils ont leur propre parti de la République islamique, les partis de machin, les islamistes ont des partis. Mais en dehors de l'islamisme, il n'y a pas d'organisation possible. Les syndicats existent, mais ils sont très, très réprimés, si vous voulez. Il existe des groupements ouvriers, mais ils sont très réprimés. En plus, à l'époque de la Révolution 1979, il y a eu, par exemple, les ouvriers de pétrole. Ils ont joué un rôle dans le secteur pétrolier, un rôle important. Aujourd'hui, à l'époque, ils étaient des permanents. Vous savez, quand vous avez des salaires permanents, la grève est beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, tout le monde, presque la majeure partie, c'est contractuel. C'est aussi une des perversités de ce régime. Ils ont fait une précarité absolue de la condition ouvrière. Donc, ils tiennent les gens. Et en plus, il n'y a pas les caisses possibles pour la grève. Vous imaginez? Après, les gens ici, ils disent, avec les analyses un peu superflues, ils disent, oui, le mouvement ouvrier n'est pas là. Sans analyser les conditions. À l'époque de la Révolution 1979, le mouvement ouvrier était là, ça veut dire qu'ils étaient contre. Maintenant, ils ne sont pas là, ça veut dire qu'il faut... Non, il faut analyser la structuration de ce mouvement. C'est pourquoi je dis il y a un lobbying aussi à l'extérieur des intellectuels appartenant au régime. Les gens qui, au nom d'analyses scientifiques, ils disent des choses qui sont vraiment pas justes. Ils ne donnent pas une image réelle de la chose. Donc la République islamique passe comme un régime normal. C'est pas vrai. Et ça, c'est possible de la documenter de A à Z, sauf si vous êtes payé par le régime pour ne pas le documenter. Mais justement, est-ce que les gens en exil comme vous sont menacés par les Iraniens qui sont proches du régime? Oui, bien sûr, il y a toujours cette possibilité. Mais vous savez, quand on accepte ce genre de choses, on fait ce genre de choses, on accepte les risques et les périls. Moi, à l'époque où on a signé avec Rushdie quelque chose par rapport aux caricatures et tout, on a reçu, il y avait des sites au Hezbollah où à l'époque où ma thèse a eu le prix Le Monde, dans les journaux de l'intérieur, ils ont dit des choses salaces en disant oui, puisque le titre était Islam politique, sexe et genre. Oui, c'est une demande à la prostitution des femmes, des choses comme ça. Voilà, pour eux, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'on parle de femmes et de sexisme, ça veut dire que vous invitez les gens à se prostituer. Donc il y a eu des insultes, il y a aussi des menaces, parfois il y a les invitations aussi avec l'argent, il y a tout cela, ça existe. Mais après, moi je pense pas qu'ils ont beaucoup plus d'autres choses à faire que de venir me tuer, par exemple. Ils ont quand même beaucoup de chats à foutre. Moi je me sens pas en danger. Non, ils sont vraiment dans un état depuis des années d'ailleurs.
Et moi, je ne pense pas que je sois parmi leurs cibles. Je souhaite ne pas être, mais je suis presque sûre que je ne le suis pas. Combien de personnes ont quitté le pays? Combien de personnes? Des millions, des millions. Oui, des millions. C'est comme au Liban, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Plus qu'au Liban. Plus que... Je voulais vous demander si les réseaux sociaux étaient contrôlés et comment l'information passait entre les Iraniens de l'intérieur et les Iraniens de l'extérieur. Oui, très bonne question. Ça veut dire qu'en fait, à l'extérieur, avec ce diaspora de plusieurs de millions, il y a des télés et des radios qui sont très actifs, qui sont regardés par des millions des Iraniens. En fait, les Iraniens, la majorité, boudent leur propre télé, la télé de pouvoir, mais ils regardent de l'extérieur. Et nous, on passe sur ces antennes aussi. Ça veut dire ce genre de débat, on l'a sur ces antennes. Si vous voulez, et là, c'est pourquoi je dis les gens à l'intérieur, parfois ils me connaissent mieux qu'ici, en France. Non, mais je plaisante. De toute façon, il y a ce débat, il y a ce va-et-vient, donc le régime ne peut plus faire que... Ça veut dire, en fait, quand ils ont coupé Internet, moi, je me rappelle très bien, il y a eu, je l'ai dit sur TSF Jazz, ils avaient appelé, puisque à l'époque, tout le monde, moi, je disais comment on va faire, puisque l'Internet, on savait que... Et c'était le minuit, j'étais en train de travailler, regarder mon téléphone, puisqu'on était accrochés au téléphone pour savoir ce qui se passe. Et donc, j'ai reçu un mail sur WhatsApp, puisqu'il y a des réseaux comme WhatsApp et tout qui sont en lien avec l'Iran. Il disait, Internet marche, est-ce que tu es réveillé? Mais je dis, oui, écris-moi. Il a dit, je suis dans la manif, etc., etc. Voilà. Les gens font avec tout ce qu'ils font, avec tout ce qu'ils ont. Et il y a eu beaucoup des Iraniens, des milliers qui se sont transformés en journalistes citoyens. Ils l'appellent journalistes citoyens. Ils filment et ça, ils l'envoient pour ces télés et les télés relatent. Comment vous pouvez censurer ça? Presque pas possible. Il y a une dame là. Oui, moi j'aurais aimé savoir un petit peu quelle pression de l'extérieur on peut faire sur le gouvernement iranien, de la part de nous, sociétés civiles, mais des gouvernements ou de ce que nous pouvons demander, nous, à nos gouvernements de faire, qui pourrait avoir une efficacité. Oui, ça c'est la bonne question, puisque nous, les Iraniens sont vraiment... vous savez, la Russie et la Chine font un tel soutien au régime, en face, le soutien est très faible. Très faible. Bien sûr, l'Union européenne a rencontré les opposants, les choses, etc. La France a rencontré. Mais la demande essentielle actuellement, sur laquelle ça bloque à l'extérieur, c'est mettre l'organisme central de la répression Pasdaran, l'armée de Pasdaran, sur la liste de terror. Il y a assez d'éléments juridiques, assez d'éléments politiques pour le faire, et l'Europe refuse. Parce qu'ils ont le problème des otages, ils ont le problème nucléaire. Mais ça, moi je pense qu'ils n'ont pas, pour moi c'est bizarre que les pouvoirs européens n'ont pas compris que ce régime continue. Ça veut dire, en fait, c'est pas parce qu'ils disent rien qu'ils continuent à prendre l'otage, puisque maintenant, voilà, chaque jour, ils peuvent le faire. C'est nucléaire, c'est très proche. Donc, voilà, leur politique a échoué, ils continuent à le faire. Mais maintenant, les Iraniens essayent par tous les moyens de faire pression, mais jusqu'à maintenant, la réponse n'est pas favorable. Pour faire suite à ce qui est dit et ce que vous avez dit, c'était inverser un peu comment les informations passent d'Iran en France et comment on pourrait passer les informations de France à l'Iran. Alors je profite que Sylvain Trancard du comité Liberté Iran de Caen a pris la parole, peut-être pour que tout de suite ou un peu plus tard, il nous explique l'expérience du comité Liberté Iran à Caen et de ce qu'ils ont pu faire. Mais vous êtes un des... je rejoins Francis pour dire que c'est votre expérience qui est importante dans ce domaine. Ça veut dire que comment sur le terrain vous l'avez fait, comment on pourrait multiplier ou remédier à des obstacles que vous avez rencontrés. Peut-être que vous commencez par votre expérience et après je donne mon avis sur les obstacles. Oui, donc on est trois représentants ici du collectif Liberté pour l'Iran, qui est situé à Caen, pas très loin. On a
on a tenté de jeter des ponts depuis le début en Normandie avec d'autres associations, collectifs. J'avais discuté, je crois, en novembre avec Francis Vanet. On est une trentaine et on s'est posé toutes les questions, enfin un certain nombre de questions qui ont été posées ce soir. On a imaginé ensemble des actions pour certaines d'entre elles qui sont en route. Il y en a une à laquelle je pense, parce que c'est un peu la raison de ma question tout à l'heure, c'était tout de suite, c'est une opération qu'on a menée qu'on mène pour, vous parliez du rappeur Too Much. Pour mettre en avant des condamnés à mort iraniens auprès des mairies. Donc les mairies s'emparent, enfin on leur propose des sortes de totems qui présentent ces condamnés à mort. On utilise les données que Amnesty International, par exemple, a et diffuse. Et donc là, il y a un certain nombre de villes et de villages autour de Caen qui se sont engagés, mobilisés. Donc ça permet à la fois d'informer, de toucher les élus. Et on aimerait aussi, troisième intérêt aussi à cette opération, ce serait d'imaginer un moyen de faire écho. C'est-à-dire que les Iraniennes disent soyez notre voix, regardez-nous, enfin soyez notre voix aux Iraniens de la diaspora et au monde entier, regardez-nous, informez-vous, ne nous oubliez pas, continuez à regarder ce qui se passe en Iran, les atrocités. Et nous, on pense qu'ils ont besoin aussi de... Alors, on le fait à l'échelle de notre collectif. Beaucoup de collectifs en France, hein, beaucoup à Paris, et beaucoup dans le monde, j'espère. Bien sûr. Et on se pose la question, est-ce qu'on peut agir pour qu'eux, ils aient un retour de ça? Alors vous parliez des chaînes iraniennes internationales, enfin Iran International par exemple. Oui, ou BBC. BBC. Et Radio France, RFI, secteur persan. RFI. Oui. Non, mais c'est tout à fait. Vous savez, ce qui vous avez déjà fait, ça a apporté ses fruits, les actions telles, puisqu'il y avait une question que j'avais zappée. Pourquoi il y a des condamnés à mort, c'est plus les garçons que les filles? Parce qu'il y a eu aussi une pression internationale telle, puisque dans les années 80, ils ont exécuté les femmes aussi. Mais ici, ils se sont retenus, puisqu'il y a cette pression internationale, et ils ont créé des dossiers de crimes pour ces gens qui ont... Par exemple, ils ont créé des crimes en disant c'est des criminels qu'on exécute. Par exemple, ils ont tué un pasteur, ils ont blessé, ils ont créé des dossiers pour les filles, ils ne pouvaient pas, de toute façon. Pour les filles, ils ont engendré les choses comme suicide. Par exemple, pour Nika, ils ont dit elle s'est jetée elle-même par l'eau. Et aujourd'hui même, sa tante est en train de présenter une photo, les derniers éléments que j'ai eus, qui démontrent que ce n'était pas un suicide, etc. Ils ont tué les femmes. Mais avec ils les ont suicidés, comme on dit. Mais pour les garçons, ils ont fait des tribunaux parce qu'ils ont créé des dossiers criminels pour eux. Ce n'était pas possible pour les filles. C'est à cause de ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont cléments envers les femmes. Et donc, par rapport à cette opération qui avait aussi les élus qui avaient pris chacun un prisonnier politique qu'ils ont accepté d'être marrainés et parrainés, ça a eu des effets où les mairies qui affichent, et tout cela, l'air de rien, ça marche. Puisque, vous savez, dans les années 80, où ma génération était dans les prisons ou qui était dans le combat, ils ont fait des exécutions des milliers. Aujourd'hui, des dizaines. À cause de quoi? Parce que le monde entier, les yeux est rivé sur l'Iran. Et tant que les yeux du monde entier est rivés sur l'Iran, ils ne peuvent pas tuer plus. Ils vont continuer à tuer, mais ils ne peuvent pas faire comme ils ont fait dans les années 80. Donc vos actions sont très importantes.
Et c'est toutes les actions que vous pouvez imaginer. Et pour le retour vers les Iraniens, c'est des médias de l'extérieur qui peuvent le faire. Ça veut dire, en fait, il faudrait que vous fassiez une correspondance. Et ça, je pourrais peut-être vous donner le RFI persan, c'est la radio. Donc, c'est pas la même portée, mais le BBC Iran International ou le Deutsche Welle. Deutsche Welle aussi, à la fois le film et les autres, à la fois le film et le site. Si vous êtes en contact, et on peut vous donner, moi je peux vous donner quelques contacts, donc vous pouvez les informer de leur action. Maintenant, c'est la question de la langue, il faut que ce soit en anglais. Ça, c'est oui, ça pose pas de problème. Non, ok, d'accord. Donc ça, c'est possible. Voilà. Ne trouvez-vous pas qu'il manque, en plus de tout ce qui vient d'être dit, ou en tout cas qu'il y a une très grande frilosité des organisations de gauche par rapport à la solidarité avec l'Iran, étant donné quand même l'ampleur de l'enjeu, non seulement pour le peuple iranien, mais pour la région aux alentours, mais aussi pour les principes qui sont en cause. On a parlé de laïcité, on a parlé de féminisme, on a parlé de combats communs émancipateurs, et je trouve que là, ces organisations ne sont pas à la hauteur. Moi, je pense qu'il y a un changement positif, si vous voulez. Depuis que je suis là, j'ai vu quand même qu'il y a eu, par rapport à l'idée anti-impérialiste, la reconnaissance de la nature fascisante de ce régime, il y a eu des hésitations parmi la gauche. Maintenant, ça se atténue avec ce mouvement, puisque je vois qu'il y a des pas qu'ils font. Ça, c'est très bienvenu. Et moi-même, j'ai fait ça veut dire en fait pour le congrès prochain, par exemple, pour vous donner un exemple, le Parti communiste pour son congrès prochain m'a demandé de parler 5 minutes. En fait, moi, je ne pouvais pas y être, mais ça veut dire en fait pour moi, ce n'était pas possible de voyager parce que j'étais ailleurs. Mais j'ai passé le message pour les gens qui sont dans ce congrès pour dire, écoutez, il faut quand même que vous regardiez. Même, je pense qu'idéologiquement, c'est bénéfique, puisque à l'intérieur de la gauche, il y a un débat, comme partout. Un débat sur la laïcité, l'importance de la laïcité, l'importance de la libération des femmes. Et l'expérience iranienne est là aussi pour interpeller à la fois tous les partis politiques, que ce soit la gauche, la droite et tout, pour attirer leur attention sur l'importance de ces sujets. Et j'ai fait un message dans ce... Mais ça veut dire qu'en fait, il essaye de... Il y a des courants à l'intérieur de la gauche qui s'intéressent. Il y a des courants qui sont toujours... Et même au niveau du féminisme, moi, je suis désolée de voir que parmi les nouveaux féministes, ceux qui se disent les néo-féministes postcoloniaux, il y a quand même un rejet de la cause iranienne, ou pas un rejet, ils ne rejettent pas, mais elles disent que voilà, c'est différent, ici c'est différent, l'Iran, bien sûr, chaque pays a sa propre... Mais il faut écouter ce message universaliste. Et moi, je pense que la jeune génération gagnerait, la jeune génération féministe, à écouter et ne pas se borner ou se laisser aveugler par les idéologies. Puisque ce qu'a fait, moi j'ai fait, en fait en tant que membre de gauche radicale, j'ai fait cette erreur. Et donc là, j'ai écrit pas mal là-dessus à cause de ce trauma. Mais ça me désole de voir que la jeunesse, une partie de la jeunesse féministe se laisse emprisonner dans ces concepts idéologiques. Et de dire oui, mais dès qu'on dit voilà, islamisme, dès qu'on critique l'islamisme, pour eux, c'est islamophobe. Alors que non, c'est pas une critique de... Même si tout d'abord, la critique de tous les textes sacrés est nécessaire, est important, et on ne peut pas, la liberté d'expression, il faut la défendre, premier élément. Et deuxième élément, l'islamisme n'est pas une pratique religieuse. Pourquoi ils ferment leurs yeux et les oreilles sur ça? Donc moi, je trouve que sur tout cela, l'expérience iranienne est bénéfique, très bénéfique pour la réflexion, que ce soit pour les féministes, que ce soit pour les jeunes. Mais heureusement qu'en France,
on a la chance d'avoir un camp laïque et progressiste. Puisqu'il faut savoir que la laïcité aussi a été quand même instrumentalisée par l'extrême droite. Ça aussi, c'est une réalité française. Donc ça nous complique la chose. Alors que le camp progressiste et laïque a beaucoup à gagner par rapport à cette expérience iranienne. Donc un élément de plus pour dire vive la révolution femme, vie, liberté. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je crois que Catherine, je ne sais pas ce que tu en penses, je pense qu'on va conclure maintenant. Évidemment, nous sommes persuadés, comme Challa, qu'il nous faut combattre à la fois l'extrême droite politique et l'extrême droite religieuse qui, bien souvent, se font la courte échelle. Et donc, vous avez remarqué les caméras, cette conférence sera bientôt disponible en vidéo sur Créal, sur le site du Créal, www.creal76.fr, et il faut donc le faire savoir et lui donner la diffusion la plus large. Ça participe aussi du combat qu'on mène sur l'information. Alors évidemment, le courage des femmes iraniennes depuis si longtemps, et depuis l'assassinat de Gina Mahsa Amini, du peuple iranien qu'elles entraînent, nous impressionne. Et c'est un immense espoir de voir s'écrouler la théocratie en Iran et s'élargir la lutte pour des combats universels émancipateurs. Nous n'agirons pas à la place des Iraniennes et des Iraniens, mais nous devons porter leur voix, comme il a été dit tout à l'heure, dénoncer la répression féroce, meurtrière. Elle est à la mesure de la crainte que les femmes, les hommes qui les soutiennent, les jeunes, inspirent au pouvoir dans une lutte sans compromis possible. Parce que cette lutte, c'est aussi la nôtre, pour l'affranchissement des tutelles religieuses, patriarcales, économiques, sociales, étroitement liées. Parce que les principes universels d'égalité, de justice, de liberté relient nos combats par-delà toute frontière, pour l'égalité homme-femme, pour la justice sociale, pour une société garantissant l'égalité de droits et de fait sans condition. Il est un principe, ça a été dit ce soir aussi, incontournable et universel pour assurer cette émancipation personnelle, sociale et politique. C'est la séparation stricte du politique et du religieux. C'est la laïcité, principe d'unité populaire et de liberté. Le combat, pour terminer, je dirais que le combat des Iraniennes et des Iraniens demande notre solidarité totale. Le Créal 76 réfléchit en ce sens à d'autres initiatives, soit ponctuelles, soit plus pérennes et plus organisées. Si vous souhaitez vous associer à cette démarche, merci de laisser vos coordonnées sur les feuilles à la sortie. Et merci encore à Challa Shafik, Femme, Vie, Liberté.